Oui, très bien. Ok, bonjour à tout le monde, je suis ravie d'être là. La dernière fois que j'étais en Suisse, c'était pour faire une conférence sur l'influence positive des laboratoires créatifs sur la ville. Donc voilà, donc ça vient comme quoi on a toujours l'occasion d'annoncer des choses et puis ensuite de les faire. Et donc je suis ravie de participer à l'aventure de iFlow. Donc en effet, moi je suis prospectiviste, je fais de la prospective avec plein de méthodes diverses et variées. On rentrera cet après-midi dans le masterclass dans les détails des coulisses du Lead Future Lab que j'ai créé il y a 20 ans. Mais ce matin, je vais partager avec vous des réflexions sur le futur, la zapette est là, sur le futur, sur le fait qu'aujourd'hui on est dans un monde post-Covid où il ne s'agit pas simplement d'appréhender le futur comme quelque chose qu'on pourrait simplement anticiper. On est dans un monde où les scénarios prospectifs annoncés sont tous extrêmement négatifs. On voit des instituts de prospective très officiels annoncer vraiment des scénarios gris, noirs, gris foncé, bleu marine, vert foncé. Aujourd'hui, il faut en fait passer dans une logique de prospective de reconstruction, c'est-à-dire non pas simplement anticiper, mais aussi dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir, comment on peut façonner de nouveaux futurs. Il faut se réapproprier le futur pour l'imaginer, avec aussi des outils qui peuvent venir de différents domaines, comme on va les parcourir ensemble. Donc la première chose, c'est cette idée de se réapproprier le futur, de renouer une relation constructive, créative avec le futur. Et puis, en fait, le futur, c'est aussi un objet assez passionnant. C'est peut-être un peu comme la vie, avec une part de mystère également. Parce que le futur, on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est à la fois une grande fiction. Personne ne peut deviner ce qu'est le futur, hein, on ne peut que l'appréhender, le penser, l'explorer, mais on n'a jamais vraiment de certitude sur ce qu'est le futur. C'est-à-dire qu'il y a des devins, des gens qui prétendent connaître le futur. Nous, on va se mettre dans une position plus humble en disant on peut explorer des futurs, on peut imaginer des futurs, et ces futurs vont permettre de porter l'action, de stimuler du mouvement, de créer de l'impact. Et donc, c'est ça l'intérêt de créer une relation dynamique et vivante avec le futur, c'est de pouvoir s'engager dans le futur. Alors, le futur, voilà, c'est cet objet un peu mystérieux qui est à la fois tout le temps en mouvement, c'est vraiment un objet vivant, le futur. C'est à la fois une fiction, c'est aussi y avoir des visions comme ça qui peuvent être fulgurantes, et puis c'est aussi faire des projets, parce que quand on fait un projet d'avenir, eh bien, on insémine en fait une vision d'avenir. Les entrepreneurs, les artistes, quand ils créent, ils ont en arrière-plan un petit peu une vision d'avenir qui vient s'incarner dans leur pratique. Donc le futur, c'est cet objet un petit peu ambivalent qui est assez captivant hein, quand on commence à s'y pencher. C'est assez stimulant, aussi bien pour l'imagination que pour aussi le besoin d'aller chercher des connaissances. Donc premier temps, voilà cette idée que dans ce monde post-Covid, on n'est plus dans un monde incertain, on est dans un avenir inconnu, hein, vraiment, on est dans un temps de flottement où les choses sont en suspens, et donc il faut leur donner des nouveaux mouvements, et ces mouvements pourraient partir dans différentes directions. Donc c'est plus il y a eu cette formule VUCA, Vulnerable, Uncertain, Complex and Ambiguous Future. C'était cette formule comme ça que les prospectivistes utilisent beaucoup. Aujourd'hui, on passe vraiment à un monde où l'avenir est vraiment est un monde inconnu. Donc premier tableau comme ça, c'est cette idée de ne pas avoir peur, de s'engager et puis vraiment de s'armer, de s'équiper intellectuellement aussi pour comprendre comment on peut explorer des futurs de différentes manières. Alors ce matin, on va parcourir comment par l'art, par le design, par l'innovation, par la prospective, par la science-fiction également, on va pouvoir sentir, capter des futurs possibles. Alors ces différents domaines, c'est d'une part ce que moi j'ai parcouru aussi ces 20 dernières années en explorant le futur de plein de manières différentes. Il se trouve aussi que ce sont les différentes facettes de iFlow qui essayent de rassembler des artistes, des designers, des entrepreneurs, des prospectivistes. Donc voilà, on va essayer aussi d'avoir j'appelle ça de la recherche polygonale, un peu multifacette, où on aborde les questions par différents côtés. Voilà, donc ça, premier tableau avec ce coronavirus et ces enjeux de la planète, cet anthropocène qui nous oblige à penser aussi à différentes échelles et à se sentir concerné par le futur. Alors, on va commencer par premier tableau, comme ça, on va commencer par regarder comment le monde artistique... alors, je regarde le timer... oui.
Donc, on va regarder comment dans la sphère artistique, eh bien, on peut donner à sentir des préfigurations du futur. C'est plutôt l'orientation qu'on va prendre. La sphère artistique, ce sont des tonnes d'artistes qui expriment des visions, des intuitions, des ressentis. Ce sont des capteurs du monde contemporain. L'art, c'est une espèce de grand laboratoire du monde contemporain. On va pouvoir explorer aussi bien le passé, le présent et le futur. Et donc, certains artistes sont plus comme ça des indicateurs, des préfigurations, ce qu'on va appeler en prospective des signaux faibles. Ils donnent à sentir ce que pourraient être des intuitions futures. Et donc là, le terme qu'on va retenir, c'est cette notion de signal faible. C'est un terme en prospective où on estime que des choses annoncent quelque chose qui va devenir un signal fort à l'avenir. Donc un signal faible, c'est une information, et en l'occurrence, les œuvres d'art peuvent être vraiment des signaux faibles importants, des marqueurs en fait, des changements du monde contemporain. Alors là, j'ai pris quelques exemples. En haut à gauche, c'est une œuvre de Urs Fischer, qui est un artiste suisse que j'aime beaucoup, qui a fait cette œuvre qui est sans titre d'ailleurs. On voit cet homme brûlé à petit feu. Donc aussi, c'est ce lien avec la question du temps qui passe. Dans l'art, on interroge toujours donc le futur, c'est aussi cette question du temps entre le passé, le présent, le futur. Il y a un phénomène cyclique aussi. On peut aller chercher dans le passé des intuitions du futur. Et l'art peut être aussi une vraie école pour comprendre comme ça comment les courants se forment, comment les mouvements de la société se façonnent. Donc cette question du temps est centrale. En Suisse, la question du temps, avec l'horlogerie aussi, c'est une dimension qui est importante. Donc le temps, c'est la première question du futur, et c'est aussi toujours cette mise en regard du passé et du passé, du présent et du futur. Autre signal faible, là, donc cette œuvre date de 2011. Celle-ci, c'est une œuvre qui s'appelle The Sun and the Set, d'une artiste qui s'appelle Latifa Eckart, qui est française, d'origine algérienne, et qui va représenter la Suisse à la prochaine Biennale de Venise. En 2021, c'est elle qui représente la Suisse. Donc là, cette œuvre qui s'appelle The Sun and the Set, avec aussi cette cyclicalité comme ça, avec le temps qui passe, et puis ce rideau qui a l'air de tomber comme ça entre la scène du monde, entre les coulisses et le devant de la scène, avec cette idée que peut-être dans les ruines du passé, on peut trouver, donc ça pour toutes nos questions d'économie circulaire, par exemple, cette idée du passé et du futur qui se rencontrent, c'est une question importante. Donc Latifa Eckart aussi, je trouve que c'est un signal faible qui est vraiment intéressant, dans le sens où c'est intéressant d'avoir une artiste étrangère qui représente un pays comme la Suisse à Venise. C'est aussi un marqueur aujourd'hui, la scène artistique, et le témoin des enjeux multiculturels, de la diversité, de la mixité, de l'hybridation des cultures. C'est un des enjeux importants aujourd'hui également, avec ces notions de refondation et de métissage culturel. Et puis l'œuvre en bas, ça c'est une œuvre d'un artiste allemand qui a fait cette œuvre dans la banlieue parisienne qui s'appelle Trans 305. Et là, c'est à l'inverse, c'est une énorme installation dans l'espace public qui a vocation à accompagner la transformation d'un chantier pour recréer un imaginaire de la ville. Donc là, on voit bien aussi entre des visions du monde et puis après des projets très concrets qui accompagnent la transformation de la ville et aident la ville à se projeter dans un nouvel imaginaire et une vision du futur avec cette notion de making-of. Donc là, on voit un petit peu ces tensions entre les propositions artistiques qui peuvent être des sources d'inspiration pour penser l'avenir, et puis ensuite des projets très concrets avec cette notion de making-of, comme ça, la transformation, et que les artistes peuvent être des locomotives pour aussi inspirer, donner le mouvement et donner l'impulsion créative dans la transformation du monde. Et en haut à droite, là, je mets une page d'un cahier de tendance. Ça, c'est des choses dont je vous parlerai plus en détail cet après-midi, mais un cahier de tendance s'appuie sur des œuvres d'art et des signaux faibles pour comprendre comment les mutations du monde s'engagent, comment les tendances s'articulent, quelles valeurs changent en arrière-plan. Et donc, voilà, on a ce lien direct aussi entre l'art comme sphère très disséminée dans la société, avec des lieux et puis aussi des projets engagés. Et puis ensuite, cette notion d'analyse de tendance, où là, on peut mener un travail plus élaboré, d'analyse, de compréhension
de ce qui bouge. Donc ça, c'est une première facette, une première approche du futur, qui est plutôt, c'est une approche comme ça, un peu par petites touches, avec des préfigurations qui sont proposées par des artistes, et puis des impulsions créatives. On est plutôt dans un futur proche, quoique aussi certains artistes se permettent de proposer des visions très futuristes, et on verra aussi dans mon dernier tableau comment aussi les impulsions artistiques peuvent être aussi des inspirations pour des futurs plus lointains. Donc voilà, donc ce premier tableau du futur par le prisme de la sphère artistique au sens large, c'est cette notion de préfiguration que je trouve une manière aussi toujours choisir des concepts importants. Ça, c'est des concepts clés, c'est une manière de garder les idées en tête assez clairement. Donc préfigurer le futur par l'art. Avec aussi, par exemple, le thème de la ville, le thème du temps, tout ça, ce sont des thèmes très récurrents avec des thèmes universels qui concernent toute l'humanité. Donc voilà, premier tableau. Alors maintenant, je vais passer... à un deuxième tableau qui est celui du design. Donc là, on a vu ce projet de Stéphane Chanclan qui s'apparente quand même, c'est un projet engagé, c'est assez proche de ce que peuvent faire des designers et des architectes. Il y a en haut à droite aussi un projet de designers et d'architectes dans l'espace public. Donc par le design, là, on va prendre une focale complètement différente sur le futur. On va se concentrer plutôt sur la notion des usages. Donc par l'art, on est plutôt sur les imaginaires et les représentations. Par le design, on change de prisme. On est plutôt sur cette focale des usages, les usages de demain, les usages d'aujourd'hui et de demain, comment les designers, en fait, sont les concepteurs de nos gestes, de nos lieux, de nos usages, de nos relations, des interfaces. Et là, j'ai pris quelques exemples qui montre aussi comment le monde du design est très riche. Il y a énormément de recherches et de travaux de designers que je trouve très intéressants en termes de prospective. Il y a vraiment quelque chose autour du design. On a un petit peu un peu comme je vous ai montré, il y a quand même plusieurs courants dans cette sphère du design qui va nous intéresser. Il y a tout un premier courant du design qui est toute cette culture du design UX, User Experience, qui vient nourrir l'innovation, qui donne lieu à des startups, qui a inventé aussi cette notion de design thinking, de design management, tout un langage qu'on retrouve dans la communauté d'innovation. Donc ça, c'est vraiment une des dernières avancées, je dirais. Le design thinking, c'est né dans les années 90. Donc on a ces 25 dernières années, on a eu toute une influence comme ça de la sphère du design sur le monde économique, avec vraiment ce prisme du human-centric design, UX design, un vocabulaire que vous connaissez probablement. On pourra revenir plus en détail dessus cet après-midi. Alors, donc, il y a un volet du design qui est comme ça très au service de l'innovation, mais le design va toujours chercher aussi une avant-garde, et c'est celle-là qui va nous intéresser aussi par rapport au futur. C'est qu'il y a des designers qui sont déjà très en avance sur comment installer une économie circulaire, comment résoudre les défis de l'environnement, comment installer une économie circulaire. Donc ça, ce sont des outils de designers en bas à droite sur vraiment intégrer au processus de conception un impact environnemental et une éco-conception. Donc les designers sont vraiment des influenceurs importants dans la société sur ce rôle d'une conception de produits, de services qui soient résilients avec un impact positif. Donc il y a vraiment tout un volet comme ça de l'éco-design, du bio-design, avec aussi cette idée de créer avec le vivant, donc toujours ce fil du vivant qui nous intéresse. Donc là, en bas à gauche, c'est un luminaire de... Ah, attendez, excusez-moi, j'ai ma petite fiche technique avec quelques noms complémentaires, excusez-moi. Voilà, pardon. Donc, un lustre vivant de Julien Melchiori, qui est fait avec des algues vivantes. Donc ça, c'est aussi comment le vivant est un matériau de création et que voilà, on peut avoir une vision du bio, de la biologie, du vivant, des biotech, aussi bien dans une logique de composants, mais aussi il y a toute une imagination à avoir autour d'objets, de services avec le vivant. Voilà, il y a toute une new
frontier comme ça du design autour du vivant qui est assez captivant, avec même des notions de biohacking. Voilà, donc il y a tout un volet du design qui va être vraiment moteur dans la transformation du futur, avec des projets très prospectifs sur résoudre les défis environnementaux et l'anthropocène. Et puis ensuite, il va y avoir encore un dernier volet du design, avec des propositions de ce qu'on appelle le design critique, le design spéculatif, le design fiction, avec des projets qui là vont être plus disruptifs, qui vont plutôt chercher à donner, à sentir les impacts positifs et négatifs de solutions créatives, avec cette œuvre en haut à gauche qui est exposée en ce moment au Walker Art Center aux États-Unis, dans une exposition qui s'appelle Design for Different Futures, hein, donc toujours cet esprit d'aller chercher d'autres futurs. Et cette œuvre s'appelle Raising Robotic Natives, hein, élever des natives, des robotic natives, je ne saurais même pas comment le traduire en français. Donc voilà, avec cette idée d'une nurserie pour objets robotiques. Donc là, voilà, c'est aussi cette question de l'ingénierie. Comment... Donc là, c'est une proposition designer qui n'a pas vocation à répondre à un usage et à une efficacité. C'est ce qu'on appelle le design critique, avec des propositions un petit peu plus grinçantes qui vont permettre de comprendre aussi, d'aider à prendre conscience des impacts positifs et négatifs. Donc voilà, un petit peu différentes tendances dans le monde du design, et puis aussi cette notion de design urbain qui m'intéresse beaucoup. J'ai tout un volet de réflexion sur la ville, donc c'est un fil que je garde dans mes thèmes. Donc aussi ces projets de designers dans l'espace public où on va incuber en fait des usages. On voit bien comment, quand on installe un projet in situ, tout de suite on prototype des usages et qui permettent vraiment d'avoir, voilà, de façonner des modes de vie. Alors aujourd'hui, ce qu'on voit dans le design, c'est qu'aussi on est un petit peu aux limites d'une méthode uniquement centrée sur les usages. Donc on va essayer d'intégrer dans les méthodes du design aussi des réflexions plus anthropologiques, ethnographiques, et puis aussi des réflexions plus prospectives. Il y a beaucoup de dialogue en ce moment entre le monde de design et le monde de la prospective. Donc je pense que ce matin, vous aurez pas mal d'exposés aussi sur cette question du design et du vivant. Alors maintenant, justement, je fais un lien donc, avec la sphère de l'innovation, où là, justement, on va chercher à engager les futurs. Hein. Donc là, c'est pas autant le designer peut définir des usages qui vont être innovants, autant dans la sphère de l'innovation, là, on va essayer d'engager les futurs au monde des startups. On essaye de créer des modèles économiques durables. On va transformer des prototypes qui sont porteurs de visions futures en des structures qui vont être durables, hein, qui vont essayer de trouver un modèle économique pour les rendre viables. Hein, pour moi, le modèle économique, c'est ce qui rend durable, en fait, un projet. Et là, pareil, dans la sphère de l'innovation, donc là, on a énormément de choses. On a vraiment une culture de l'innovation qui est maintenant globalisée avec cette méthode, les startups, les incubateurs, les tiers-lieux d'ailleurs ont un rôle important. On a toujours cette culture aussi du prototyper, fédérer des communautés, définir des business models et puis mettre au monde ces structures. Alors ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même la communauté de l'innovation internationale, toujours les dernières tendances prospectives en matière d'innovation, c'est qu'on voit que la sphère de l'innovation, aussi parce que la crise Covid met à mal beaucoup d'entreprises, l'innovation a tendance à vraiment aujourd'hui se saisir des défis environnementaux et de considérer que maintenant, l'objectif, le purpose, hein, cette notion qu'on utilise de la sphère de l'innovation, ça va être de répondre à ces défis environnementaux. Donc ce qu'on voit, c'est vraiment des nouveaux engagements pour la communauté de l'innovation, d'aller vers résoudre en fait ces grands défis futurs avec des marqueurs assez forts, avec cette vidéo du World Economic Forum, avec cette notion de Great Reset, comment remettre à zéro les compteurs du capitalisme pour l'orienter vers les grands défis planétaires. Donc ça, c'est vraiment un signal non pas faible, mais déjà fort, c'est vraiment une influence massive.
En bas à droite aussi, Slush, c'est un des grands rendez-vous internationaux des communautés d'innovation à Helsinki, qui est aussi toujours très faiseur de tendance. Voilà, leur thème de cette année, c'est Entrepreneurship Redefined, hein, comment redéfinir les codes de l'entrepreneuriat et des entreprises. Donc ça, c'est voilà, tout ça, c'est cette année. Hein, c'est vraiment voilà. Ça aussi, le AI for Good. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Ce forum dédié à l'intelligence artificielle qui est à Genève habituellement, qui est organisé par les Nations Unies, cette année qui a lieu en ligne. Donc cette notion de for good aussi, ça c'est les éléments de langage qui sont un peu les prescriptions pour le futur, de donner ce sens. Et j'appelle ça, voilà, ces nouveaux engagements et engager les futurs. C'est cette idée que l'innovation va impulser non pas simplement juste des produits et des services, mais elle se dote de missions et elle cherche à répondre aux défis sociétaux. Donc avec tout ça, on a le Green New Deal, on a la transition, on a la recherche de nouveaux indicateurs de performance. Alors il y a vraiment, voilà, à chaque fois, je vous donne un petit peu les grands cadres qui vous permettent de comprendre les mouvements de fond. Alors ensuite, slide suivante, on va passer à la sphère de la prospective qui justement, en fait, la prospective, là, on va se doter d'outils pour construire des futurs. Donc là, on va chercher à modéliser le futur, autant dans les cas précédents, donc c'est des intuitions, ensuite ce sont des expérimentations porteurs de visions futures. Là, la prospective, là, on va se doter d'outils, on va se doter de frameworks, de templates, hein, donc ça, ce sont des exemples de prospectivistes avec aussi donc dans le monde de la prospective, des nouveaux usages qui vont permettre de façonner en fait, des raisonnements prospectifs. Donc je vais passer un petit peu rapidement sur cette slide parce qu'on pourra en parler cet après-midi. Aussi beaucoup de nouvelles, parce qu'il y a aussi une mise en crise de la prospective elle-même qui vient chercher des nouvelles manières de travailler. Et justement, moi j'essaye de faire partie des gens qui inventent un peu des nouvelles manières de faire de la prospective, de sortir de ces énormes projets qui durent 2 ans pour aboutir sur des résultats souvent un peu obsolètes. Le monde bouge très vite, il faut avoir des méthodes plus agiles. Et donc voilà, je ne rentre pas dans les détails. J'en viens directement à ma dernière slide, parce qu'aujourd'hui, comme on le voit, donc, on peut aborder le futur par des préfigurations, des projets, des innovations, des méthodes pour construire des scénarios. Mais en fait, ce dont on s'aperçoit, et c'était mon hypothèse d'introduction, dans ce monde post-Covid, on a besoin de réinventer en fait tous nos modes de vie. On a besoin de réinventer nos conditions d'être humain sur cette planète. On a besoin de réinventer notre relation à l'existence. Quand on voit comment le vivant aussi évolue, par exemple là en bas à gauche, c'est ce qu'on appelle un xénobot, ce qui a été mis au point cette année par des chercheurs de l'université du Vermont et de Tufts University aux États-Unis. C'est un robot programmé avec des cellules vivantes. Donc ce sont des cellules souches de grenouilles qui ont permis de constituer un robot organique, donc on appelle un xénobot. Et quand on voit ça, on se dit même là, ce qui caractérise le vivant, on ne sait plus très bien ce qu'est le vivant. Et donc dans cette nécessité finalement pour adresser des futurs possibles, on a besoin de recréer des visions du monde. Donc ces visions du monde, on voit que par l'art, on peut recréer des visions du monde, mais aussi c'est pour ça qu'il y a tout un buzz aussi sur la science-fiction, parce que dans la science-fiction, il y a beaucoup d'auteurs, de films qui vont proposer vraiment cette notion de vision du monde. Alors moi, je me place un petit peu en distance critique par rapport à ce buzz de la science-fiction, parce que certes, ce sont des bons outils pour recréer des visions du monde, mais en même temps, ça donne cette dimension un peu trop sensationnaliste, un peu moins incarnée. Et donc, voilà, je trouve que dans cette notion de vision du monde, donc là, en bas à droite, c'est un grand diagramme, c'est un outil que j'utilise pour justement explorer des nouvelles visions du monde. Ça s'appelle Vers des cosmologies aliens, on en parlera cet après-midi, et je vais m'arrêter sur ça. Peut-être s'il y a un petit mot sur le bouquin de James Lovelock qui est sorti l'année dernière, sur le Nova-Scène. James Lovelock, c'était le penseur qui a inventé la théorie de Gaïa, donc cette vision de la Terre comme un organisme vivant. Et donc ça, c'est son dernier ouvrage sur cette notion de Nova-Scène. Donc tout ça, voilà, ce sont des explorations prospectives où en fait, il y a vraiment une nécessité aujourd'hui d'aller jusqu'à cette grande échelle. Donc voilà, je vous ai fait un espèce de parcours en passant vraiment, en faisant une espèce de zoom out, en changeant d'échelle entre différents outils, différentes méthodes. Dans le masterclass cet après-midi, on pourra parler plus en détail de comment utiliser finalement intelligemment dans chaque contexte
ton texte, et puis surtout toujours de manière collaborative, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment se réapproprier et inventer des futurs à plusieurs, ensemble, coupler les imaginaires et les intuitions. Voilà, merci à vous. Timing? Super timing, merci beaucoup.